Mes parents m'ont mise à la porte à 19 ans. Tu m'en diras dans la rue, Harry mon père. 15 ans plus tard, je possède 14 restaurants dans 3 États. Puis ma mère a appelé, nous méritons 30%. Nous t'avons élevé. J'ai ri et j'ai dit, vérifiez votre boîte aux lettres. Ce qu'il y ont trouvé les a fait crier tous les deux. Mon père a ri le jour où il m'a mise à la porte. Pas un rire cruel. Pire. Un rire amusé. Le genre de rire qu'un homme a lorsqu'il regarde quelqu'un marcher vers une porte qu'il a déjà décidé de verrouiller derrière lui. J'avais 19 ans. Enceinte de 4 mois, et tenant un sac poubelle rempli de vêtements dans une main et un livre de recettes dans l'autre. Le livre de recettes n'était pas à moi. Il avait appartenu à ma grand-mère. Elle l'avait glissé dans mes paumes sur un lit d'hôpital 2 ans avant sa mort, et avait dit quelques mots que je n'avais pas compris avant d'avoir tout perdu le reste. Nourris les gens. Ne te contente pas de servir. Ces mots ne signifiaient rien à 19 ans. 15 ans plus tard, debout dans le hall de mon 14e restaurant, regardant un huissier de justice me remettre une assignation avec les noms de mes parents dessus, il ne signifie toujours pas ce qu'elle voulait dire. 30%. Ils veulent 30% de tout ce que j'ai construit avec un sac poubelle et un livre de recettes. Le hall de Constance est stable sans le beurre noisette et le romarin à cette heure-ci. 5:45 du soir, et les premières réservations sont déjà assises. À travers les doubles portes, la cuisine bourdonne. Des casseroles. Des voix. Théo annonçant les commandes de cette façon à moitié chantante qu'il a. La façon dont il le fait depuis 7 ans. Parce que Théo croit que la nourriture a meilleur goût quand la personne qui la prépare est de bonne humeur. Il a probablement raison. Ce n'est pas quelque chose que je saurais. Il n'y a pas eu de bonne humeur attachée à mon nom dans un restaurant depuis l'âge de 7 ans, debout sur une caisse de lait dans la cuisine de mon père, apprenant à tenir un couteau. Le livre de recettes repose dans une vitrine en verre près du pupitre d'accueil. 214 pages écrites à la main, reliées en cuir vert qui est devenu souple au coin. Les clients s'arrêtent et le regardent parfois. Ils pensent que c'est de la décoration. Ce n'est pas de la décoration. C'est la raison pour laquelle tout cela existe. Et personne n'y touche. Pas le personnel. Pas les directeurs. Pas même Théo. Je le garde derrière une vitre parce que c'est la bonne façon de conserver un document de cet âge. C'est ce que je dis aux gens. Ce n'est pas la vraie raison. L'huissier est un jeune homme en polo. Il n'a pas l'air de vouloir être ici. Il me demande si je suis Vanessa Holt. Je lui dis que oui. Il me tend l'enveloppe et dit quelque chose sur le fait d'être dûment signifié. Et puis il part. Et je me tiens seul dans mon propre hall, tenant un document légal qui dit que mes parents croient posséder une partie de ma vie. L'enveloppe s'ouvre juste là. Entre la vitrine en verre et le pupitre d'accueil. Pas d'attente. Pas de retraite dans le bureau. Les mots me trouvent. Pendant qu'un couple passe vers la table 7. La réclamation fait 2 pages. Recouvrement d'investissement parental. Propriété intellectuelle familiale. 30% de participation au capital dans tous les restaurants fonctionnant sous le nom de Constance est stable et utilisant les recettes de la famille Holt. Déposé par Henry et Angela Holt de Lexington, Kentucky. Avez-vous déjà lu votre propre nom dans un document légal déposé par les personnes qui étaient censées vous aimer? Cela fait quelque chose de spécifique à votre vision. Les mots restent nets, mais tout autour d'eux devient flou. Comme regarder à travers une fenêtre sur laquelle quelqu'un a soufflé. L'assignation se plie en 3. Les portes de la cuisine s'ouvrent à la volée. Théo dresse une côte de porc glacé au bourbon et chante quelque chose d'inconnaissable. Patronne? Dit-il sans lever les yeux. Tu manges ce soir ou tu hantes juste le bâtiment à nouveau? L'assignation atterrit sur le comptoir en acier inoxydable à côté de sa planche à découper. Il la lit. Son chant s'arrête. Tes parents veulent 30%? Il me regarde. Ma mère appelle chaque semaine et mange gratuitement. C'est cela 30%. Le rire aurait été la bonne réponse. Mon visage ne coopère pas. Au lieu de cela, mes mains s'étendent vers le tablier accroché près de la chambre froide. Celui que ma grand-mère portait. Celui qui sent encore sa cuisine si vous pressez votre visage dans le tissu. Celui qui est accroché à ce crochet depuis le jour de l'ouverture parce que presser mon visage dedans pourrait confirmer que l'odeur a finalement disparu,
et alors il ne resterait rien d'elle que ses mains pourraient tenir. Le tablier se plie sur l'assignation. Théo regarde. Il est silencieux pendant un moment, ce qui pour Théo est inhabituel. Patronne, dit-il. Tu as nommé cet endroit d'après ta grand-mère, mais tu le gères comme une banque. Connie se serait assise à la table. Aucune réponse ne vient. Le petit bureau dans le coin arrière de la cuisine a un ordinateur portable dessus, celui utilisé pour l'inventaire et la planification, et les feuilles de calcul qui sont construites à 2 heures du matin quand le sommeil ne vient pas. Un nouveau document s'ouvre. Chaque actif, chaque emplacement, chaque contrat de location, chaque contrat de licence qui mentionne le nom de Constance Estable va dans des colonnes. C'est ce qui se passe au lieu de pleurer. Au lieu d'appeler quelqu'un, organiser, documenter, préparer. À 8.15, quand la cuisine est en plein service et que Théo a cessé de me regarder comme une bombe sur le point d'exploser, le téléphone sort. Nina Voss. La meilleure avocate spécialisée en litiges successoraux à Louisville. Son numéro est enregistré depuis 3 ans, depuis que les revenus ont franchi la ligne où les protéger est devenu plus important que de les faire croître. L'appel n'était jamais censé être pour cela. Nina, c'est Vanessa Holt, Constance Estable. Quelque chose a besoin de tes yeux. Elle demande quel genre de quelque chose. Le genre où mes parents veulent 30% de 14 restaurants et utilisent les recettes de ma grand-mère décédée comme base légale. Une pause. Puis. À quelle vitesse peux-tu venir? Demain. 6 heures du matin. Le restaurant ouvre tôt. Une autre pause. Elle décide quelque chose. La qualité du silence le dit. 5.45, dit-elle. Apporte les recettes. Le téléphone retourne dans ma poche. À travers la cuisine, par la fenêtre de service, au-delà des cuisiniers de ligne, de la vapeur et des commandes, le livre en cuir vert repose là où il repose toujours. Derrière une vitre. Intact. En attente. Ma grand-mère m'a donné ce livre il y a 17 ans. J'ai construit 14 restaurants sur ces pages. Et je ne peux pas prouver qu'elle le destinait à moi. Nina Voss est arrivée à 5.43. 2 minutes en avance. Elle portait un tailleur gris et aucun bijou et tenait une mallette qui avait l'air d'avoir connu plus de salles d'audience que la plupart des juges. Elle ne m'a pas serré la main. Elle a posé la mallette sur le comptoir, a regardé la vitrine en verre et a dit « C'est le livre ?» C'est le livre. Elle l'a étudié pendant un moment de la façon dont un chirurgien étudie une image avant d'inciser. Puis elle s'est tournée vers moi. « Explique-moi la réclamation. » Le restaurant principal était vide à cette heure-là. Juste nous deux assises à une table près de la fenêtre, l'assignation entre nous, et l'odeur du pain d'hier encore dans l'air. Nina a lu le dossier 2 fois. Elle a posé 17 questions. La plupart d'entre elles concernaient l'argent. Quel était le montant des revenus sur les 14 emplacements? Quel pourcentage provenait des éléments du menu basé sur les recettes? Si les recettes avaient jamais été publiées, partagées ou sous licence à des tiers. Puis elle a posé la question qui a tout changé. Où as-tu eu les recettes? Ma grand-mère. Elle me les a données quand elle était mourante. Un lit d'hôpital à Lexington. 2 ans avant son décès. Nina a posé son stylo. Est-ce documenté quelque part? Une lettre? Une déclaration de témoin? Une clause dans son testament? La table entre nous a soudainement semblé très large. Non. Il n'y avait aucun document. Il n'y avait aucune lettre. Il y avait une femme mourante pressant un livre en cuir vert dans les mains d'une fille de 17 ans et faisant confiance à cette fille pour qu'elle comprenne. Nina a repris son stylo. Elle a écrit quelque chose dans la marge de l'assignation. Puis elle m'a regardé avec le genre de patience que les avocats coûteux réservent aux clients qui viennent de révéler un problème sérieux. La réclamation de propriété intellectuelle est recevable, a-t-elle dit. S'ils peuvent soutenir que ces recettes sont une propriété familiale transmise au sein de la famille, et non pas offerte spécifiquement à toi, ils ont un dossier. Pas un dossier solide, mais assez solide pour survivre à une motion de rejet. La cuisine était silencieuse. Par la fenêtre de service, les premiers cuisiniers de préparation arrivaient, nouant des tabliers, préparant le café. Théo serait là à 6.30. Il commencerait à chanter à 6.31. Il y a autre chose, a dit Nina. Elle a tapoté le dossier.
Ce n'est pas une plainte rédigée par eux-mêmes. Quelqu'un a rédigé cela. Le langage est propre. Le recouvrement d'investissement parental n'est pas une expression que le retraité moyen invente. Tes parents ont un avocat. Mes parents vivent dans un appartement de 2 chambres à Lexington. Mon père fait l'entretien des bâtiments 3 jours par semaine. Ma mère n'a pas travaillé en dehors de la maison depuis qu'elle a pris sa retraite de la gestion des événements à l'église luthérienne de la Grâce, où elle a coordonné chaque enterrement, chaque mariage, chaque repas partage pendant 20 ans. Elle a organisé 300 personnes avec une feuille de calcul plastifiée et un sourire qui pourrait convaincre une veuve en deuil d'apporter sa propre casserole à la réception. S'ils ont un avocat, quelqu'un le paie. Ou quelqu'un les a convaincus que cela valait la peine d'être poursuivi. Nina a attendu. Elle était douée pour attendre. Les avocats qui sont doués pour attendre ont tendance à gagner plus que les avocats qui parlent. Mes parents m'ont mise à la porte quand j'avais 19 ans, ai-je dit. C'était il y a 15 ans. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Elle a hoché la tête. Pas surprise. Elle avait probablement entendu pire. Pourquoi t'ont-ils mise à la porte? La question était posée entre nous comme un plat auquel aucune de nous ne voulait toucher. Nina a écrit autre chose. Avais-tu des ressources quand tu es parti? 20 000 $. En espèces. Reposant dans un compte d'épargne que ma grand-mère avait ouvert de son vivant. À l'époque, cela semblait être une fortune. Plus tard, cela a semblé être exactement suffisant. Suffisant pour louer une cuisine pendant 3 mois, acheter du matériel d'occasion et ouvrir un guichet de vente à emporter dans un centre commercial à Bowling Green, Kentucky, qui sentait la colle à moquette et l'ambition. D'où venaient les 20 000 $? De ma grand-mère. Elle m'a dit qu'elle avait mis de l'argent de côté pour moi. Elle n'a pas dit combien ni où. Après sa mort, une banque m'a envoyé une lettre. Nina a souligné quelque chose. Juste une lettre de la banque? Pas de document de fiducie? Pas de déclaration de succession? Juste une lettre. Un solde. Une carte de signature. Elle a fermé le dossier. Vanessa, a-t-elle dit. Tu as construit 14 restaurants sur des recettes dont tu ne peux pas prouver qu'elles t'appartiennent. Financés par de l'argent que tu ne peux pas retracer jusqu'à un instrument juridique. Tes parents revendiquent la propriété des 2. La bonne nouvelle est que leur réclamation est faible du côté de l'investissement. La mauvaise nouvelle est que le côté de la propriété intellectuelle tient la route à moins que nous puissions établir une propriété individuelle claire. Dans la cuisine, le son de l'arrivée de Théo, la porte arrière se fermant, sa voix, déjà à moitié une chanson, appelant les cuisiniers de préparation, puis sa tête apparaissant dans la fenêtre de service. Patronne, lot de pain de maïs 47, j'ai suivi le livre exactement, toujours pas le même que l'original de Connie. Cette recette est soit fausse, soit mon four est hanté. Continue d'essayer, ai-je dit. Théo a disparu de nouveau dans la cuisine. Nina l'a regardé partir. Il a l'air loyal, a-t-elle dit. 7 ans. Il a été ma première recrue. Nina s'est levée. Elle a pris sa mallette. Ta grand-mère avait un avocat, a-t-elle dit. Les questions de succession en nécessitent un. Même une petite succession. Trouve cet avocat. S'il y a une quelconque documentation de ses intentions, c'est laquelle se trouvera. Elle a fait une pause à la porte. Encore une chose. Tu as dit que ta mère organisait des événements dans une église pendant 20 ans. Des enterrements, des mariages, des réceptions de succession. Une femme comme cela sait comment fonctionnent les formalités administratives. Elle sait quels documents existent et où ils sont conservés. Si ta grand-mère a laissé quelque chose de spécifique pour toi, ta mère en aurait été informée. Nina est partie. Le restaurant se réveillait autour de moi. Les fours chauffaient. Le café infusait. Théo chantait à propos de quelque chose de plein d'espoir. Et quelque part à Lexington, dans le bureau d'un greffier du comté, un morceau de papier qui pourrait prouver que ma grand-mère m'avait choisi attendait soit d'être trouvé, soit avait déjà été fait disparaître. Lexington est à 2 heures à l'est sur l'autoroute, et chaque kilomètre donnait l'impression de conduire à l'envers à travers une vie qui avait été soigneusement emballée et stockée dans une pièce sans fenêtre. La dernière fois que ses pneus ont touché le trottoir du comté de Fayette, c'était la nuit où une fille de 19 ans en est partie dans une berline empruntée avec un sac poubelle sur le siège arrière et un livre de recettes dans l'espace pour les pieds du côté passager.
Maintenue en place par un sac de provisions qu'elle avait acheté avec les derniers $40 de son compte chèque. 15 ans. 14 restaurants. 3 États. Et la route du retour vers Lexington ressemblait toujours à une reddition. Nina avait donné des instructions. Trouvez le bureau du greffier du comté. Demandez les dossiers de succession pour Constance Mary Holt. Décédée. Cherchez tout addenda, codicile ou documentation supplémentaire déposée après l'homologation du testament original. Ne pas appeler à l'avance. N'alertez personne. Entrez et demandez. Mais d'abord, il y avait la route à travers la ville. Et la ville ne m'avait pas oublié, même si elle s'était suffisamment réorganisée pour faire semblant. La maison sur l'avenue Ashland où 3 générations de Holt avaient mangé le dîner du dimanche était peinte d'une couleur différente maintenant. Les volets étaient neufs. Le porche où ma grand-mère avait l'habitude d'écosser des haricots le soir avait été fermé avec du verre, et à travers lui, les meubles de quelqu'un d'autre reposaient dans la lumière de quelqu'un d'autre. La famille qui vivait là n'avait probablement aucune idée qu'une femme nommée Constance s'était autrefois tenue à cette fenêtre de cuisine chaque matin à 5,15 et avait cassé 6 œufs dans une poêle en fonte qui avait appartenu à sa mère avant elle. 2 pâtés de maison au sud, le bâtiment qui abritait autrefois la cuisine des Holt était un salon de manucure. L'enseigne était rose et joyeuse et complètement indifférente au fait que pendant 23 ans mon père s'était tenu derrière ce comptoir et avait dressé de la nourriture que les gens conduisaient 40 minutes pour manger. Le tableau des menus avait disparu. La fenêtre où le plat du jour était autrefois écrit de la main de ma grand-mère affichait maintenant une liste de prix pour des manucures au gel. Quelque chose de spécifique se produit lorsque vous voyez un endroit qui abritait autrefois tout votre monde, et qu'il est devenu un endroit qui abrite le mardi ordinaire de quelqu'un d'autre. Le corps ne sait pas quoi en faire. Mes mains se sont resserrées sur le volant. La cicatrice sur ma paume droite. Celle de la première fois où mon père m'a laissé travailler seul sur la plaque chauffante à 14 ans, pressé à blanc contre le cuir. Êtes-vous déjà retourné dans un endroit qui vous a façonné pour découvrir qu'il s'est défait sans vous? Le bureau du greffier du comté de Fayette se trouve dans un bâtiment en calcaire du centre-ville qui sent le vieux papier et la cire à plancher. La femme au comptoir était septuagénaire, avec des lunettes de lecture sur une chaîne en perles et une disposition qui suggérait qu'elle classait des documents depuis avant l'invention des ordinateurs et ne voyait aucune raison de changer ses méthodes maintenant. Constance Mary Holt, ai-je dit. Décédée. Déposée en 1998. Je cherche des documents de succession supplémentaires, des addendas ou des codicilles. Elle a tapé lentement. Ajusté ses lunettes. Tapé à nouveau. Holt. Holt. Elle a prononcé le nom comme si elle le goûtait. Oh, oui. Constance Holt. Une femme charmante. Elle faisait le meilleur pain de maïs que quiconque dans ce bureau ait jamais mangé. Elle avait l'habitude d'apporter un plat chaque Noël pour les greffiers. Quel dommage pour cette histoire d'addenda. Très étrange. Ma respiration a changé. Quelle histoire d'addenda. Elle a tourné l'écran vers moi. Il était là. Déposé 14 mois après l'homologation du testament original, addenda au dernier testament de Constance Mary Holt. Codicile, concernant la propriété intellectuelle, les effets personnels, désignés pour le petit enfant, et l'établissement d'une fiducie éducative. Déposé par son avocat spécialisé en succession, un homme nommé Walter Grieve. Et en dessous, une deuxième entrée. Retrait de l'addenda. Autorisation signée par Angela Holt. Inscrite en tant que belle-fille et co-administratrice de la succession. Datée de 11 mois après le dépôt du codicile. La greffière m'a regardé le lire. Elle regardait les gens lire des choses difficiles sur cet écran depuis des décennies. Elle connaissait ce regard. L'autorisation de retrait, ai-je dit. Puis-je voir l'original? Elle l'a imprimé. Une page. Le nom d'Angela en bas. Et au-dessus, une signature qui était censée être celle de ma grand-mère. Autorisant le retrait de son propre codicile du registre public. La date sur l'autorisation était mars 2012. Ma grand-mère est décédée en octobre 2011. La signature autorisant le retrait de ses dernières volontés avait été faite 5 mois après son enterrement. La greffière a vu mon visage. Elle a cherché sous le comptoir et a produit une boîte de mouchoirs sans qu'on le lui demande. De la façon dont quelqu'un le fait lorsqu'il l'a fait 1000 fois auparavant. Il y avait autre chose, a-t-elle dit doucement. L'avocat déposant,
Monsieur Grieve. Il s'est renseigné sur le retrait à 2 reprises. Une fois en 2013 et de nouveau en 2015. Les 2 fois, on lui a dit que le retrait était autorisé par un membre de la famille. Il n'a pas poursuivi plus loin. Mais je dirais ceci. Il n'avait pas l'air satisfait. Walter Grieve. L'avocat spécialisé en succession qui a déposé le codicille. Qui s'est renseigné 2 fois. Qui n'était pas satisfait. Nina a répondu à la 2e sonnerie. Le codicille existe, ai-je dit. Il a été déposé. Il était réel. Et ma mère l'a retiré. En utilisant une signature datée de 5 mois après la mort de ma grand-mère. Nina a été silencieuse pendant exactement 3 secondes. Puis. Ce n'est pas un retrait. C'est la destruction d'un document légal de succession à l'aide d'une autorisation falsifiée. Cela change tout. Tout. Les mots sont restés dans l'air entre le téléphone et mon oreille comme une pierre tombée dans une eau calme. Si le codicille original est dans les dossiers de Grieve, a poursuivi Nina. Et si nous pouvons obtenir une copie certifiée conforme? La position entière de ta mère s'effondre. La réclamation de propriété intellectuelle. La réclamation d'investissement. Tout cela. Parce que le codicille établirait que Constance t'a spécifiquement désigné ses recettes. Un cadeau individuel. Pas une propriété familiale. Et la signature falsifiée? Nina a fait une nouvelle pause. C'est une question entièrement distincte. La destruction de documents de succession avec une autorisation frauduleuse est une infraction pénale au Kentucky. Nous ne parlons plus d'un litige civil concernant des recettes. Nous parlons de ta mère commettant un crime pour t'empêcher de recevoir ce que ta grand-mère voulait. Le trajet de retour vers Louisville a pris 2 heures. La même route. Les mêmes champs. Le même ciel pesant sur les mêmes collines qui m'avaient vu partir il y a 15 ans avec rien et revenir aujourd'hui avec quelque chose de pire que rien. La connaissance. La connaissance spécifique et irréversible que ma mère n'était pas simplement restée là pendant que mon père me mettait à la porte. Elle était allée au bureau d'un greffier du comté, avait falsifié le nom d'une femme morte et avait effacé la dernière chose que ma grand-mère avait jamais essayé de me donner. Mon père a ri le jour où il m'a poussé vers la porte. Ma mère a souri et n'a rien dit. Mais c'est ma mère qui a conduit au palais de justice par la suite. Ma mère qui savait que le codicille existait. Ma mère qui a compris exactement ce que cela signifiait et a décidé, avec la même efficacité calme qu'elle utilisait pour organiser les repas partage de l'église et les réceptions de funérailles, qu'il devait disparaître. Angela Holt n'a pas perdu son sang-froid. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement retiré un morceau de papier gênant d'un classeur et est rentrée chez elle préparer le dîner. Et quelque part, dans le bureau d'un avocat à la retraite à Lexington, la copie originale des dernières volontés de ma grand-mère reposait toujours dans un dossier où avait été faite disparaître par les mêmes mains fermes qui arrangeaient des lisses à l'hôtel chaque dimanche matin. Les dépositions ont été programmées pour un jeudi fin octobre au bureau de Nina sur West Main Street. 2 sessions séparées. Henry à 9 h du matin. Angela à 1 h de l'après-midi. Leur avocat, un homme nommé Gordon Pike qui portait une cravate légèrement trop courte et tenait une mallette qui avait l'air d'avoir été achetée pour l'occasion, est arrivé avec 15 minutes d'avance et a demandé où était le café. Nina avait passé 3 semaines à se préparer. Assignation pour les dossiers financiers, transcription de l'internal revenu service remontant à 16 ans, relevé bancaire, déclaration de propriété du comté. Elle avait construit une architecture de papier autour de la réclamation de mes parents et avait ensuite cherché les endroits où les murs ne rejoignaient pas le sol. Henry est entré à 9h12. Avec 12 minutes de retard. Il s'est assis de l'autre côté de la table par rapport à moi et n'a pas regardé mon visage. Il a regardé mes mains. Puis il a détourné le regard. Gordon Pike a allumé l'enregistreur. Nina a commencé avec des questions douces. Quand avez-vous ouvert la cuisine des Holt? En quelle année a-t-elle fermé? Combien d'employés au maximum? Henry a répondu à chacune avec l'énergie d'un homme qui avait attendu 15 ans pour parler du restaurant qu'il avait perdu. Et sa voix portait la chaleur particulière de quelqu'un décrivant une version de lui-même qui n'existait plus. C'était ma cuisine, a-t-il dit. Ma mère l'a commencé, oui. Mais j'en ai fait quelque chose. 60 couverts un vendredi soir. Les gens conduisaient de Francfort. De Richmond. Ils venaient pour ma nourriture. Nina l'a laissé parler.
Elle était douée pour laisser les gens construire la scène de laquelle ils tomberaient plus tard. Puis elle a changé de sujet. Monsieur Holt, lorsque votre fille a quitté votre domicile en 2011, avez-vous continué à la déclarer comme personne à charge sur votre déclaration de revenus fédéral? La bouche de Henry s'est ouverte. Fermée. Ouverte à nouveau. Gordon Pike s'est penché en avant. Il n'avait pas été informé de cela. Nina a placé 3 feuilles de papier sur la table. Les transcriptions de l'internal revenu service. Année d'imposition 2012, 13 et 14. Chacune énumérant Vanessa Holt comme personne à charge de Henry et Angela Holt. 3 années à réclamer une fille à qui ils avaient dit de partir avec un sac poubelle et de ne jamais revenir. Henry a regardé les documents. Sa mâchoire a légèrement bougé. De la façon dont la mâchoire d'un homme bouge lorsqu'il mâche des mots qu'il sait qu'il ne peut ni avaler ni recracher. Ma femme s'occupait des impôts, a-t-il dit. Nina a écrit quelque chose. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. L'enregistreur tournait et Henry venait de rejeter la faute sur Angela dans une pièce avec un sténotypiste. Gordon Pike a demandé une suspension de séance. Il s'est levé, a marché dans le couloir et a fermé la porte derrière lui. À travers le verre dépoli, la forme de lui appuyer contre le mur avec les 2 mains sur les genoux était visible pendant 1 minute entière avant qu'il ne revienne et dise « L'avez-vous vraiment déclaré sur vos impôts après l'avoir expulsé ?» Et puis plus doucement. « Vous savez quoi? J'ai besoin d'1 minute. » Il a pris 2 minutes. À son retour, sa cravate avait l'air encore plus courte. La session de l'après-midi était différente. Angela est arrivée à 12,55. 5 minutes en avance. Cheveux coiffés. Chemisier repassé. Elle a souri à la réceptionniste. Elle a souri au sténotypiste. Elle a souri à Nina. Le sourire était du genre de celui qui avait organisé 300 membres de l'église dans un deuil coordonné lors des réceptions funéraires et convaincu 12 présidents de comité de se porter volontaires pour des événements auxquels personne ne voulait assister. Il était professionnel. Il était pratiqué. Et c'était la chose la plus dangereuse dans la pièce. Nina a commencé de la même manière. Des questions douces. Combien de temps avez-vous été marié à Henry? Quel était votre rôle dans l'entreprise familiale? Quand le restaurant a-t-il fermé? Angela a répondu avec précision. Pas trop. Pas trop peu. Chaque réponse coupée à la taille exacte de la question, sans aucun fil détaché. Puis, Nina a posé des questions sur Constance. La succession de votre belle-mère a été homologuée en 1998, correct? Correct. Et vous avez servi en tant que co-administratrice de cette succession aux côtés de votre mari? Le sourire d'Angela s'est aminci d'1 degré. C'est exact. C'était une petite succession. La maison, quelques économies, des objets personnels. Constance était une femme merveilleuse. Très aimée. Étiez-vous au courant qu'un codicile a été déposé 14 mois après l'homologation originale? Angela n'a pas scié. Elle n'a pas bougé sur sa chaise. Elle a croisé les mains sur la table de la façon dont une femme plie des serviettes lors d'un dîner, chaque pli délibéré. Constance était âgée et confuse dans ces dernières années. Tout document déposé pendant cette période pourrait ne pas refléter ses véritables volontés. En tant que sa belle-fille et quelqu'un qui était avec elle presque tous les jours, je peux vous dire qu'elle n'était pas toujours claire sur ce qu'elle signait. Nina a produit le registre de dépôt du greffier du comté. Le codicile. L'autorisation de retrait. Cette autorisation de retirer le codicile porte votre signature, Madame Holt. Et au-dessus, une signature censée être celle de Constance. Datée de mars 2012. Angela a regardé le document. Son expression n'a pas changé. Constance m'a demandé de gérer ses affaires. Elle me faisait confiance. Quelles que soient les formalités administratives déposées, elles ont été faites à sa demande et avec sa connaissance. Nina a laissé le silence durer pendant 3 secondes complètes. Puis, Constance est décédée en octobre 2011. Cette autorisation est datée de 5 mois après sa mort. Comment une femme décédée a-t-elle autorisé le retrait de son propre codicile? La température de la pièce n'a pas changé. Mais quelque chose dans la posture d'Angela l'a fait. Un micro-ajustement. Les mains sur la table se sont pressées un peu plus fort l'une contre l'autre.
Gordon Pike a regardé Angela. Puis le document. Puis Angela à nouveau. Il a ouvert la bouche et l'a ensuite fermée. Ce qui est le son qu'un avocat fait lorsqu'il réalise que son client ne lui a pas tout dit. Angela a récupéré en moins de 2 secondes. Les formalités administratives ont été gérées par le bureau des successions. S'il y a une divergence dans les dates, c'est une question administrative. Pas un reflet de l'intention. Nina n'a pas discuté. Elle a écrit quelque chose. Elle a fermé le dossier. Elle a remercié Angela pour son temps. Après leur départ, Nina s'est assise en face de moi dans la salle de conférence et n'a rien dit pendant un long moment. Elle savait, a finalement dit Nina. Elle savait que le codicille existait. Elle savait ce qu'il contenait. Et elle l'a retiré. La divergence de date n'est pas une erreur administrative. C'est une autorisation falsifiée sur un document de succession d'une personne décédée. Le trajet de retour ce soir-là est passé par la partie de Lexington où se trouvait autrefois la maison de ma grand-mère. L'itinéraire n'était pas nécessaire. Il y avait des moyens plus rapides de retourner à l'autoroute. Mais la voiture y est allée quand même. De la façon dont les mains s'étendent parfois vers un interrupteur dans une pièce qui a déjà été recablée. Et sur le siège passager, reposant dans un dossier sur les notes de Nina, se trouvait un nom. Walter Grieve. L'avocat spécialiste des successions qui avait déposé le codicille s'était enquis 2 fois de son retrait. Et s'était entendu dire par la voix douce et le sourire pratiqué d'Angela que tout était en ordre. Grieve était maintenant à la retraite. Il vivait dans une petite ville à l'extérieur de Lexington appelée Versailles. Ce qui au Kentucky se prononce Versailles. Parce que les Kentuckiens ne croient pas que les Français devraient avoir le dernier mot sur quoi que ce soit. Nina lui avait déjà laissé un message. Il n'avait pas encore rappelé. Mais la greffière du comté, celle avec les lunettes de lecture et la chaîne en perles, avait dit quelque chose avant de fermer le dossier qui m'était resté en tête pendant tout le trajet du retour. Il n'était pas satisfait, avait-elle dit. Je m'en souvenais parce que les gens qui ne sont pas satisfaits des formalités administratives soit les oublient, soit ils en gardent une copie. Monsieur Grieve ne m'avait pas semblé être du genre à oublier. Walter Grieve vivait dans une maison en planches à clin blanche dans une rue calme de Versailles, avec un porche avant qui s'affaissait légèrement sur le côté gauche et une boîte aux lettres en forme de bar commun. Il avait 79 ans. Il avait pratiqué le droit des successions dans le comté de Fayette pendant 41 ans avant de prendre sa retraite, et il a répondu à la porte vêtu d'un cardigan et tenant une tasse de café qui disait « l'avocat le plus passable du monde ». Il a regardé Nina, puis moi, puis à nouveau Nina. « Vous avez appelé à propos de la succession Holt ?» a-t-il dit. « Entrez. Le dossier est déjà sur la table. » L'intérieur de la maison sentait le tabac à pipe et les vieux livres, et cette marque particulière de chaos organisé qui appartient aux gens qui ont passé des décennies à gérer les formalités administratives d'autres personnes et ont ensuite pris leur retraite dans une maison où les formalités administratives les ont suivis. La table à manger avait 3 boîtes de classement dessus. L'une d'elles avait un onglet vert étiqueté Holt et Monsieur Nina s'est assise. Grieve s'est assis en face d'elle. Il ne s'est pas assis comme un vieil homme. Il s'est assis comme un avocat qui se trouvait être vieux, ce qui est une posture entièrement différente. « Laissez-moi vous faire gagner du temps », a-t-il dit. Le codicille est réel. Il a été correctement exécuté. 2 témoins, notariés, déposés au bureau du greffier du comté, 14 mois après l'homologation du testament original. Constance est venue à mon bureau un mardi après-midi de novembre 1999 et m'a dit qu'elle avait besoin d'ajouter quelque chose à son plan successoral. Elle était lucide, elle était spécifique, et elle était pressée, ce que j'ai trouvé inhabituel parce que Constance Holt n'était jamais pressée pour quoi que ce soit, sauf pour le pain de maïs. Il a ouvert la boîte de classement et en a retiré un dossier en manille. À l'intérieur se trouvait un document. 8 pages. Dactylographié, signé, avec témoin. Nina a tendu la main vers lui. Grieve l'a retenu. « Avant que vous ne lisiez ceci, a-t-il dit, il y a autre chose. » Il a cherché plus profondément dans la boîte et a produit un deuxième article. Une enveloppe scellée, de couleur crème, avec une seule ligne d'écriture sur le devant. L'écriture était celle de ma grand-mère. La ligne disait, pour Vanessa, quand ils viendront chercher ce que je lui ai donné. La pièce a changé. Pas la température. Pas la lumière. Autre chose.
Quelque chose qui se produit lorsque vous vous tenez dans la salle à manger d'un inconnu dans une petite ville du Kentucky et que l'écriture de votre grand-mère décédée apparaît devant vous comme une voix appelant d'une pièce que vous pensiez vide. Grive a posé l'enveloppe sur la table entre nous. Constance m'a donné ceci le même jour où elle a signé le codicille, a-t-il dit. Ses instructions étaient précises. La lettre devait être conservée en ma possession jusqu'à ce que l'une des deux choses se produise. Soit Vanessa la demandait elle-même après l'âge de 30 ans, soit quelqu'un entamait un litige juridique concernant les recettes. La première des deux éventualités. Il m'a regardé. Personne ne l'a demandé. Et nous y voilà. Mais sa respiration l'a fait. Elle l'a relu. Puis elle l'a posé et l'a tourné vers moi. Le codicille désignait 3 choses. Premièrement, toute la propriété intellectuelle culinaire, y compris les recettes manuscrites, les techniques et la documentation associée, devait passer directement à Vanessa Marie Holt à son 21e anniversaire, ou lors de l'initiation de toute réclamation légale contre la succession. La première des deux éventualités, non pas à la famille, non pas à Henri, à moi, nommément. Deuxièmement, une fiducie éducative d'un montant de $20 000 devait être établie dans une banque de Lexington, avec Vanessa comme seule bénéficiaire, accessible à son 18e anniversaire. Troisièmement, le livre de recettes originales, le volume en cuir vert contenant 214 recettes manuscrites, était désigné comme un cadeau personnel de Constance à Vanessa, distinct de la succession, non soumis à l'homologation. Et ne devant en aucun cas être considéré comme un bien familial ou conjugal. $20 000 ? Le chiffre reposait devant moi sur la page et réorganisait 15 ans de souvenirs. La lettre de la banque qui était arrivée alors que le premier restaurant n'était encore qu'un fantasme. Le compte d'épargne sans aucune explication à part un nom et un solde. L'argent qui avait payé 3 mois de loyer pour une cuisine de centre commercial à Bowling Green. L'argent qui avait rendu tout ce qui a suivi possible. Cet argent venait de ma grand-mère. Pas de la chance. Pas du courage. Pas de m'être tiré d'affaire toute seule comme aiment en parler les conférenciers motivateurs. De Constance. D'une femme qui s'était assise dans le bureau de cet avocat même et avait construit un filet sous une petite fille qui ne savait pas encore qu'elle allait tomber. 15 ans à croire à l'histoire de la femme qui a réussi par elle-même. 15 ans à me tenir dans des cuisines et à dire aux investisseurs et aux journalistes et à Théo et à moi-même que tout avait commencé avec rien. Que les premiers $20 000 étaient un dépôt mystère d'un parent oublié. Que les recettes étaient un cadeau personnel sans poids juridique. Rien de tout cela n'était vrai. Tout cela avait été planifié. Préparé. Protégé. Par une femme qui est morte avant de pouvoir voir si quoi que ce soit de tout cela fonctionnerait. Nina parlait. Sa voix est redevenue nette de la façon dont une station de radio se résout lorsque vous sortez d'un tunnel. Cela change tout, a-t-elle dit. Le codicille établit la propriété individuelle. Les recettes ne sont pas une propriété familiale. Elles sont un cadeau personnel désigné avec un langage juridique explicite les excluant de la succession. La réclamation de propriété intellectuelle s'effondre entièrement. Et la réclamation d'investissement n'a aucun fondement car le capital de départ provenait d'une fiducie établie par Constance. Pas de Henri et Angela. Elle a fait une pause. L'enveloppe scellée. Pouvons-nous l'ouvrir? Grive a secoué la tête. Constance a été spécifique. La lettre doit être lue en présence de toutes les parties au litige. Ces mots. Toutes les parties. Cela inclut votre père. Nina m'a regardé. C'est ton choix. Nous en avons assez avec le codicille pour gagner. La lettre est un risque. Nous ne savons pas ce qu'elle dit. L'enveloppe reposait sur la table. Papier crème. L'écriture de ma grand-mère. Pour Vanessa. Quand ils viendront chercher ce que je lui ai donné. Elle l'avait su. 15 ans avant qu'un huissier de justice ne franchisse le seuil de mon hall, Constance Holt s'était assise dans cette maison, à cette table, et avait anticipé que quelqu'un essaierait de prendre ce qu'elle m'avait donné. Elle m'avait écrit une lettre et avait demandé à un étranger de la conserver. Parce qu'elle ne pouvait pas faire confiance à sa propre famille pour la remettre. L'auriez-vous ouverte? Juste là. Dans la salle à manger d'un avocat à la retraite. Avec la voix de votre grand-mère scellée à l'intérieur d'une enveloppe et une date d'audience 6 semaines plus tard? Où auriez-vous attendu? Comme elle vous l'avait demandé. Et fait confiance au fait qu'elle savait ce qu'elle faisait même depuis l'autre côté du silence.
L'enveloppe est allée dans la mallette de Nina. Non ouverte. Nous présentons tout à l'audience, ai-je dit. Le codicille. La lettre. Tout. Devant lui. Nina a hoché la tête. Elle prenait déjà des notes. Grieve nous a accompagnés à la porte. Sur le porche, avec les planches affaissées et la boîte aux lettres en forme de barre, il a posé sa main sur mon bras. Pas une main d'avocat. Une main de grand-père. Elle parlait de vous, a-t-il dit. À chaque fois qu'elle venait. Pas des recettes. De la façon dont vous écoutiez quand elle cuisinait. Elle disait que la plupart des gens regardent la cuisine. Vous l'écoutez. Elle a dit que vous pouviez entendre quand le beurre était prêt au son qu'il faisait dans la poêle. Les planches du porche ont grincé. La rue était calme. Quelque part, un chien a aboyé 2 fois et s'est ensuite arrêté, comme s'il avait dit ce qu'il avait besoin de dire. Merci, ai-je dit. Il a hoché la tête. Puis, elle a aussi dit que la recette de pain de maïs dans le livre est fausse exprès, a dit qu'elle l'expliquerait un jour. Ne l'a jamais fait. Cette femme a emporté plus de secrets dans sa tombe que la plupart des gens n'en accumulent en 3 vies. Le trajet de retour vers Louisville a pris 2 heures. La lettre scellée était dans la mallette de Nina sur le siège arrière. 15 ans de silence entre ma grand-mère et moi, scellés dans du papier crème, attendant une salle d'audience et un père qui avait ri le jour où il m'avait laissé partir. Nina a déposé la demande reconventionnelle un lundi. Fraude fiscale contre Henri. Destruction de documents de succession contre Angela. Motion de rejet de la plainte initiale. 3 documents qui ont atterri sur le bureau de Gordon Pike comme un jeu de dominos disposé en ligne, chacun s'appuyant sur le suivant, attendant un doigt. Le mercredi, Gordon Pike s'était retiré de l'affaire. Sa lettre de retrait faisait 2 phrases et contenait l'expression « différence irréconciliable entre l'avocat et le client », ce qui est la façon pour la profession juridique de dire « mes clients ne m'ont pas dit la vérité et j'aimerais partir maintenant ». Le vendredi, Angela avait un nouvel avocat. Son nom était Randall Catt. Il était de Lexington. Il n'était pas le genre d'avocat qui portait des cravates légèrement trop courtes. Il était le genre d'avocat qui portait des cravates qui coûtaient plus cher que le costume entier de Gordon Pike, et il avait la réputation de prendre des litiges familiaux et de les transformer en campagne. Nina le connaissait. Elle ne l'aimait pas. Ce qui m'a tout dit sur la façon dont allaient se dérouler les 6 prochaines semaines. Catt a déposé une réponse dans les 10 jours. La motion de rejet a été contestée pour 3 motifs, tous plus créatifs les uns que les autres, mais la pièce maîtresse était nouvelle. Influence indue. La plainte indiquait que Vanessa Holt avait exercé une influence indue sur sa grand-mère âgée au cours des dernières années de la vie de Constance. L'isolant d'autres membres de la famille et la manipulant pour qu'elle signe des documents de succession qui favorisaient de manière disproportionnée un petit enfant par rapport au propre fils de la défunte. La preuve était des photographies. 14 d'entre elles. Vanessa rendant visite à Constance à l'hôpital. Vanessa au chevet de Constance. Vanessa tenant la main de Constance. Vanessa faisant la lecture à Constance. Vanessa donnant de la soupe à Constance. Chacune estampillée d'une date. Chacune encadrée, dans le dossier de Catt, comme une preuve d'isolement plutôt que de soin. Ils avaient pris des photos d'une fille aimant sa grand-mère et les avaient transformées en preuve d'un crime. Nina m'a appelé le soir où le dossier est arrivé. Elle était calme, ce qui signifiait qu'elle était inquiète. Nina calme était plus préoccupante que Nina en colère, parce que Nina en colère avait un plan et Nina calme était encore en train d'en construire un. Les photographies sont un problème, a-t-elle dit. Pas parce qu'elles prouvent quoi que ce soit. Elles ne le font pas. Mais parce qu'un juge regardant une jeune fille de 17 ans au chevet de sa grand-mère pourrait demander pourquoi le propre fils de la grand-mère n'est sur aucune de ces photos. Et la réponse à cette question n'est pas celle que nous contrôlons. Où Angela a-t-elle eu ces photographies? Nina a fait une pause. Elle les a prises. Vérifie les angles. Chaque prise de vue est depuis l'embrasure de la porte. Angela se tenait dans le couloir, te regardant rendre visite à ta grand-mère, et elle prenait des photos. Il y a 15 ans. Elle les garde depuis 15 ans. La semaine suivant le dépôt, les appels ont commencé. Pas à moi. Au restaurant. Au fournisseur. Au directeur régional de Cincinnati. Au propriétaire de l'emplacement de Knoxville. Chaque appel venait d'une personne différente,
mais chacun portait le même message, délivré avec de légères variations dans la formulation mais identique dans son architecture. Saviez-vous que Vanessa Holt a profité de sa grand-mère mourante? Saviez-vous qu'elle a manipulé une vieille femme pour qu'elle lui cède des recettes familiales? Saviez-vous qu'elle a construit toute son entreprise sur de la propriété intellectuelle volée? Le réseau de l'église d'Angela. 20 ans d'organisation d'enterrement et de collecte de fonds et de chaînes de prière lui avaient donné une liste de contacts qui s'étendait sur 3 comtés, et elle l'utilisait de la façon dont elle utilisait tout. Méthodiquement. Chaleureusement. Avec un sourire dans la voix et un but derrière chaque mot, 2 fournisseurs ont appelé pour demander si les histoires étaient vraies. Un propriétaire a demandé une réunion pour discuter des termes du bail. Le directeur régional de Cincinnati a transféré un courriel d'un blogueur culinaire local qui avait été informé d'un conflit familial impliquant des recettes volées et qui voulait un commentaire. Nina a géré chacun d'eux. Soigneusement. Légalement. Mais les dégâts n'étaient pas légaux. Ils étaient atmosphériques. L'air autour de l'entreprise changeait. Et l'air est plus difficile à combattre que le papier. Puis l'analyse de l'écriture manuscrite est revenue. Nina avait engagé un expert pour examiner l'autorisation qu'Angela avait utilisée pour retirer le codicille. La signature falsifiée. Celle datée de 5 mois après la mort de Constance. Le rapport de l'expert faisait 12 pages et se concluait par une seule phrase qui aurait dû tout terminer. La signature en question n'est pas cohérente avec les exemples connus de Constance Marie Holt et présente des caractéristiques cohérentes avec une simulation par une seconde partie. Cela aurait dû tout terminer. Ce ne fut pas le cas. Parce que Kat a déposé une contre-motion remettant en question la méthodologie de l'expert, demandant une deuxième analyse indépendante, et faisant valoir que la variation de signature chez les personnes âgées est bien documentée et ne constitue pas une preuve de falsification. La date de l'audience a été repoussée de 4 semaines, a appelé Nina. Le retard est tactique, a-t-elle dit. Kat sait que le codicille détruit leur dossier. Il gagne du temps pour que la campagne sociale d'Angela fasse des dégâts avant que nous n'arrivions dans une salle d'audience. Chaque semaine que nous attendons est une semaine qu'elle passe à appeler des gens. Cette nuit-là, à 11h40, le restaurant principal était fermé. La cuisine était dans le noir. Le personnel était rentré chez lui. Théo avait laissé un mot sur la station de préparation qui disait « Patronne, s'il te plaît, mange quelque chose qui n'est pas de la rage et des feuilles de calcul. » La vitrine en verre dans le hall était éclairée par les lumières de sécurité. Le livre en cuir vert brillait faiblement derrière la vitre, de la façon dont il le faisait toujours après la fermeture, lorsque le restaurant était vide et que le seul public était moi. Pendant 15 ans, ce livre était resté derrière une vitre. Protégé, préservé, intact. Les clients l'admiraient. Le personnel le respectait. Personne ne l'ouvrait. Personne ne le lisait. C'était une relique. Un symbole. L'artefact fondateur d'un empire de 14 restaurants construit par une femme à qui on avait dit qu'elle mendirait dans la rue. La serrure de la vitrine en verre était petite. La clé était dans mon bureau. Dans le tiroir du haut. Derrière la graffeuse. Le trajet du hall au bureau et retour a pris 40 secondes. La serrure s'est ouverte avec un son comme un souffle retenu qui se libère. Le livre était plus lourd que le souvenir ne l'avait gardé. Le cuir était plus doux. Les pages étaient plus épaisses que le papier n'a le droit de l'être, et elles sentaient quelque chose entre la cannelle et le thym. 187 recettes. C'était le nombre qui avait été utilisé dans 14 restaurants pendant 15 ans. 187 pages de l'écriture de ma grand-mère traduite en menu et manuel de formation et cartes plastifiées collées au-dessus des stations de préparation dans 3 États. Il restait 27 pages. La dernière section du livre. Les pages au-delà de la 187. Des pages qui n'avaient jamais été lues, jamais ouvertes, jamais photographiées pour le site web ou copiées pour les directeurs de cuisine. Des pages qui étaient restées à l'arrière du livre comme une pièce dans une maison où la porte reste fermée parce que la personne qui y vit n'est pas prête à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. La première des 27 pages n'était pas une recette. C'était une lettre. Écrite de la main de ma grand-mère. Datée de 3 mois avant sa mort. La page s'est brouillée. Pas parce que l'écriture était floue. Parce que quelque chose se passait dans l'espace entre mes yeux et le papier. Quelque chose de chaud et d'involontaire. Quelque chose que 15 ans de feuilles de calcul et de systèmes et de structures n'avaient pas été en mesure d'empêcher.
Le mot de Théo était toujours sur la station de préparation. Patronne, s'il te plaît, mange quelque chose. Il n'y avait rien dans cette cuisine qui puisse remplir ce qui venait de s'ouvrir. Ma grand-mère m'avait écrit 27 lettres déguisées en les dernières pages d'un livre de recettes. Elle les avait glissées derrière le pain de maïs et le chou vert et la tarte aux pacanes au bourbon, sachant qu'un jour, les recettes s'épuiseraient et que la fille tenant le livre devrait continuer à tourner les pages. Et elle avait raison. Les recettes s'étaient épuisées. Les pages, non. Le restaurant était dans le noir. La lettre était ouverte. Et quelque part à Lexington, Angela Holt passait des appels téléphoniques avec un sourire dans la voix, ne sachant pas que la femme qu'elle avait essayé d'effacer du registre public avait écrit depuis l'intérieur du livre pendant tout ce temps. L'audience a eu lieu un mardi de décembre à la cour de circuit du comté de Fayette à Lexington. La salle d'audience sentait l'encaustique et le vieux bois et le poids particulier des pièces où les gens ont dit la vérité et menti à ce sujet dans une mesure égale depuis plus de 100 ans. Henry était assis d'un côté de l'allée avec Randall Catt. Angela était assise à côté de lui. Elle portait un chemisier bleu et un collier avec une croix en or et l'expression d'une femme qui avait déjà décidé comment cela se terminerait. Nina et moi étions assises de l'autre côté. Entre nous, sur la table, reposait un dossier en manille, une enveloppe crème scellée et 15 ans de silence. Le juge était une femme dans la soixantaine nommée Calloway. Elle a lu les dossiers. Elle a regardé les deux tables. Elle a demandé à Nina de procéder. Nina s'est levée. Elle ne s'est pas précipitée. Elle a placé 4 éléments sur la table des preuves en ligne, comme les plats d'un repas, chacun s'appuyant sur le précédent. Premièrement, la copie certifiée conforme du codicille, obtenue auprès de Walter Grieve, déposée en 1999, correctement exécutée, 2 témoins, notariés, désignant toute la propriété intellectuelle culinaire, le livre de recettes originales, et une fiducie de $20 000 à Vanessa Marie Holt. Individuellement, nommément. Catt a objecté. Pertinence, authenticité, chaîne de possession. La juge Calloway a rejeté chacune d'elles avec la patience de quelqu'un qui écrase la même mouche pour la 3e fois. Deuxièmement, les transcriptions de l'Internal Revenue Service montrant que Henry et Angela Holt ont déclaré Vanessa comme personne à charge pendant 3 années d'imposition suivant son renvoi du domicile. Nina n'a pas fait de commentaire. Elle a placé les documents sur la table et a laissé les chiffres parler le langage que parlent les chiffres, qui est calme et permanent. Troisièmement, l'analyse de l'écriture manuscrite. 12 pages. L'expert n'était pas présent, mais le rapport avait été soumis et accepté. La signature en question sur l'autorisation de retrait n'était pas cohérente avec les exemples connus de Constance Marie Holt. Les modèles de pression, la formation des lettres et l'angle du stylo étaient cohérents avec une simulation par une seconde partie. Nina a fait une pause sur cette expression. Simulation par une seconde partie. Elle a laissé la salle d'audience l'entendre 2 fois. Quatrièmement, le journal de dépôt du greffier du comté montrant que le retrait a été traité en mars 2012, 5 mois après la mort de Constance, en octobre 2011. Catt s'est levé pour le contre-interrogatoire. Il a contesté la méthodologie de l'écriture manuscrite. Il a contesté la pertinence du codicille par rapport à la plainte initiale. Il a soutenu que les questions de succession devraient être traitées devant le tribunal des successions, pas dans un litige civil. La juge Calloway a écouté. Puis elle a dit, « Maître, la propre réclamation du plaignant repose sur l'affirmation que ces recettes sont une propriété familiale. La défense a produit un codicille légalement exécuté, indiquant le contraire. La question de la succession n'est pas une question secondaire. C'est l'affaire. » Puis Nina a dit, « Votre honneur, il y a un élément supplémentaire, une lettre scellée, conservée par l'avocat de la succession pendant 15 ans sous les instructions de la défunte. La défunte a spécifié que la lettre ne devait être ouverte qu'en présence de toutes les parties à tout litige juridique concernant la propriété désignée. » Catt a objecté. La juge Calloway lui a demandé pour quel motif. Il a dit, « Impact préjudiciable. » Elle l'a regardé par-dessus ses lunettes de la façon dont les professeurs regardent les élèves qui ont utilisé un mot qu'ils ne comprennent pas complètement. « La lettre sera ouverte, » a-t-elle dit. Procédé. Nina a pris l'enveloppe crème. L'écriture de ma grand-mère sur le devant. Pour Vanessa. Quand ils viendront chercher ce que je lui ai donné. Le seau s'est brisé avec un son qui était trop petit pour ce qu'il contenait. Nina a lu à haute voix. Sa voix était ferme.
Une voix d'avocat. Mais même une voix d'avocat change lorsque les mots appartiennent à quelqu'un qui n'est plus en vie et qui parle encore d'une manière ou d'une autre. Chère Vanessa, si tu lis ceci, cela signifie que quelqu'un a essayé de prendre ce que je t'ai donné. Ce n'est pas une surprise. C'est une déception. Mais ce n'est pas une surprise. Nina m'a jeté un coup d'œil. A continué. Je t'ai donné les recettes parce que tu es la seule qui a compris à quoi elles servaient. Ton père est un homme talentueux. Talentueux avec ses mains. Talentueux avec les saveurs. Talentueux avec le genre d'instinct qui ne s'enseigne pas. Mais le talent sans discipline est de la décoration. Et ton père n'a pas pu garder le restaurant. Il n'a pas pu tenir la promesse. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la vérité. Et la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Henri regardait la table. Ses mains étaient à plat sur la surface. Il ne bougeait pas. J'aime mon fils. Mais l'amour ne signifie pas la confiance. On ne peut pas faire confiance à Henri avec ce que je laisse derrière moi. Pas parce qu'il est mauvais. Parce qu'il est malade. Et il n'ira pas chercher d'aide. J'ai trouvé les reçus. Je les ai trouvés dans les poches de son manteau, dans sa boîte à gants, dans l'enveloppe qu'il croyait avoir cachée derrière le chauffe-eau. Je n'ai jamais dit un mot. J'aurais dû. C'est mon échec. Et je le porterai. La salle d'audience était très calme. Les mains de Henri n'avaient pas bougé. Mais quelque chose derrière ses yeux avait changé. La façon dont la surface de l'eau change lorsqu'une pierre coule à une profondeur où elle ne sera jamais récupérée. Ta mère dira que j'étais confuse. Je n'étais pas confuse. J'étais lucide. Plus lucide que je ne l'avais été en 40 ans. Je savais exactement ce que je faisais quand j'ai signé ce codicille. Je savais exactement à qui je le laissais. Et je savais exactement qui essaierait de l'enlever. Les mains d'Angela se sont croisées sur la table devant elle, pressées l'une contre l'autre assez fort pour blanchir les jointures. Ses lèvres ont bougé. Un murmure. À peine audible. Elle était censée me faire confiance. Nourris les gens, Vanessa. Pas de la façon dont les restaurants nourrissent. De la façon dont les familles nourrissent. La table n'est pas une entreprise. C'est un endroit où quelqu'un s'assoit affamé et repart rassasié. Pas de nourriture. D'être vu. Je t'ai donné les recettes pour que tu puisses construire une table assez grande. J'espère que tu l'as fait. Si tu ne l'as pas fait, commence maintenant. Il n'est pas trop tard à moins que tu ne décides que ça l'est. Nina a fait une pause. A tourné la page. Post-scriptum. La recette du pain de maïs dans le livre est fausse exprès. J'ai changé un ingrédient parce que ton père avait l'habitude de copier mes recettes et de les vendre au restaurant sans demander. La vraie recette du pain de maïs est sous le bol d'eau du chat à la ferme. J'ai toujours aimé les bonnes cachettes. Un son a traversé la salle d'audience. Pas exactement un rire. Quelque chose entre un souffle et un soulagement. Même la bouche de la juge Calloway a tressailli. Nina a posé la lettre. La pièce n'a pas bougé. Personne n'a parlé. Les doigts du sténotypiste étaient immobiles. La lumière fluorescente au-dessus du banc du juge bourdonnait de la façon dont les lumières fluorescentes bourdonnent toujours, indifférentes à ce qui se passe sous elles. Puis, quelque chose s'est produit qui ne s'était pas produit en 15 ans de cuisine et de feuilles de calcul et de vitrines en verre et de rapports d'inventaire et de matins soigneusement contrôlés. Les larmes sont venues. Pas du genre performatif. Pas du genre qui appartenait au drame judiciaire. Le genre qui arrive sans avertissement et sans permission de quelque part sous les côtes. De l'endroit où une fille de 17 ans s'était autrefois assise dans une chambre d'hôpital en tenant la main de sa grand-mère et avait promis de nourrir les gens sans savoir ce que cela signifiait. Nina a placé un mouchoir sur la table sans me regarder. Le geste d'une femme qui a déjà vu cela et qui sait que la seule chose respectueuse à faire avec le chagrin de quelqu'un d'autre est de lui faire de la place et de continuer. Henri n'avait pas bougé. Ses mains étaient toujours à plat. Ses yeux étaient sur la table. Mais l'homme assis sur cette chaise n'était pas le même homme qui était entré il y a une heure avec une réclamation de 30% et un avocat emprunté. Cet homme-là avait une histoire sur ce qui lui était dû. Cet homme-ci venait d'entendre sa mère dire, depuis l'autre côté de tout, qu'elle l'aimait et ne lui faisait pas confiance, et que la différence entre ces deux choses était la distance qu'il avait passé toute sa vie à faire semblant de ne pas exister. Angela est restée parfaitement immobile.
Son collier en croix accrochait la lumière. Son murmure avait été la seule fissure, et elle l'avait déjà scellé. La juge Calloway a retiré ses lunettes. Elle les a posées sur le banc. Elle a regardé les deux tables. Nous ferons une pause de 30 minutes, a-t-elle dit. À notre retour, je rendrai ma décision. La juge Calloway est revenue en 22 minutes. Elle ne s'est pas assise lentement. Elle s'est assise de la façon dont quelqu'un s'assoit lorsqu'il a pris une décision pendant la marche de ses appartements au banc, et que la seule chose qui reste est de le dire. La plainte initiale déposée par Henry et Angela Holt est rejetée avec préjudice. Le codicille déposé par la défunte Constance Marie Holt établit une propriété individuelle claire de la propriété intellectuelle en question. Les recettes, le livre de recettes et la fiducie éducative étaient des cadeaux désignés pour Vanessa Holt. Ils ne sont pas une propriété familiale. Ils ne sont pas soumis à la réclamation telle que déposée. Kat a ouvert la bouche. La juge Calloway a continué sans le regarder. En ce qui concerne la demande conventionnelle, le tribunal trouve des preuves suffisantes pour renvoyer la question de l'autorisation de retrait au bureau du procureur du Commonwealth pour enquête sur une éventuelle falsification et destruction de documents de succession. L'autorisation porte une signature datée de 5 mois après le décès de la défunte. L'analyse de l'écriture manuscrite appuie la conclusion que la signature a été simulée. Ce tribunal ne prend pas de décision pénale, mais il fait des renvois, et ce renvoi est fait avec urgence. Elle a regardé Angela. Madame Holt. La conduite décrite dans les preuves présentées aujourd'hui est profondément troublante. Ce tribunal a vu des conflits successoraux motivés par le chagrin, par la confusion, et par des malentendus honnêtes. Cela ne semble être aucune de ces choses. La posture d'Angela n'a pas changé. La croix en or a attrapé la lumière. Sa voix, quand elle est venue, était calme et chaleureuse et complètement inchangée, comme si les 2 dernières heures ne s'étaient pas produites du tout. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille. La juge Calloway l'a fixée pendant un long moment. Puis elle s'est tournée vers le sténotypiste et a dit, notez que, pour le procès-verbal, les frais de justice et les honoraires d'avocat ont été imputés au plaignant. La demande conventionnelle concernant la fraude fiscale a été séparée pour renvoi à l'internal revenu service. Nina a rassemblé les documents. Kat a rassemblé sa mallette. La salle d'audience s'est vidée de la façon dont les salles d'audience se vident toujours, lentement et en silence, comme si la pièce elle-même avait besoin d'un moment pour traiter ce qui s'y était dit. Henry s'est levé le dernier. Il a regardé Angela, pas avec colère, pas avec blessure, avec l'expression spécifique d'un homme qui voit une pièce dans laquelle il a vécu pendant 30 ans et remarque, pour la première fois, que les meubles ont été réarrangés et que personne ne le lui a dit. Il est sorti sans parler. Angela est sortie 3 pas derrière lui. Ils ne marchaient pas ensemble. C'était la dernière fois que mes 2 parents étaient dans la même pièce que moi. C'était aussi la dernière fois qu'ils étaient dans la même pièce l'un avec l'autre. Le renvoi au pénal est allé de l'avant. Le mariage n'y a pas survécu. Pas parce que Henry a découvert qu'Angela avait falsifié une signature. Parce que Henry a découvert qu'Angela connaissait l'existence du codicille depuis 15 ans et ne le lui avait jamais dit. Elle avait géré l'information de la façon dont elle gérait tout. Silencieusement. Complètement. Sans laisser d'empreinte sur la décision. 3 semaines plus tard, un samedi matin de janvier, l'hôtesse du restaurant principal a trouvé un paquet à la réception. Pas de nom. Pas de mots. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un couteau de cuisine. Ancien. En acier au carbone. Manche en bois usé et lisse d'un côté où une main droite l'avait saisi pendant des décennies. La lame avait été aiguisée tant de fois qu'elle s'était rétrécie jusqu'à n'être plus qu'un ruban de ce qu'elle était autrefois. L'hôtesse l'a apporté à Théo. Théo me l'a apporté. C'est de la cuisine de ton vieux père, a-t-il dit. Le manche épousait la paume de ma main de la façon dont certains objets le font lorsqu'ils ont été fabriqués pour une main de la même forme que la vôtre. L'usure sur le côté droit correspondait exactement à la courbe de ma prise. Parce qu'il avait été façonné par la même prise, les mains de mon père, mes mains, les mains que ma grand-mère avait regardées et au dos d'une photographie, elle avait écrit « Elle a tes mains ». Il n'était pas entré. Il n'avait pas demandé à parler. Il n'avait pas écrit de mots parce qu'il n'y avait rien qu'un mot puisse contenir que le couteau ne disait pas déjà. Il disait « C'est ce que je t'ai appris ». Il disait « C'est ce que nous partageons ». Il disait
Je ne peux pas défaire ce qui a été fait mais je peux laisser ça sur le pas de ta porte et m'en aller et espérer que tu lui trouveras une place quelque part. Le couteau est allé dans la cuisine principale, pas dans un tiroir. Sur la bande magnétique au-dessus de la station de préparation, à côté des nouveaux couteaux, où Théo le verrait chaque matin et saurait qu'il avait sa place là. Cet après-midi-là, la vitrine en verre du hall était vide pour la première fois depuis le jour de l'ouverture. Le livre en cuir vert reposait sur le comptoir de la cuisine. Ouvert. Théo se tenait au-dessus avec les bras croisés et la bouche légèrement ouverte. Toutes, ai-je dit, apprends-les toutes. Même celle après la page 187. Il a tourné les pages prudemment. Il a atteint les lettres. Il m'a regardé. Patronne. Ce ne sont pas des recettes. Non. Elles ne le sont pas. Il a lu la première ligne. Chère Vanessa. Si tu lis au-delà des recettes, cela signifie que tu es prête. Il a fermé le livre doucement et a dit, patronne. C'est le livre de cuisine le plus important que j'ai jamais tenu. Et j'ai tenu beaucoup de livres de cuisine. Certains d'entre eux étaient même bons. Le week-end suivant, un froid dimanche de février, une voiture de location s'est arrêtée devant une ferme à l'extérieur de Lexington. La maison appartenait maintenant à une jeune famille. Une femme avec un enfant en bas âge sur la hanche a répondu à la porte et a eu l'air confuse lorsqu'une étrangère a demandé s'il y avait un bol d'eau pour chat quelque part sur la propriété. Il y a un bol d'eau dans le vestiaire, a-t-elle dit. Il est là depuis que nous avons emménagé. Il est venu avec la maison. Nous n'avons même pas de chat. Sous le bol. Scotché en dessous dans un sac en plastique scellé. Une seule fiche Bristol avec une écriture qui était devenue aussi familière que la respiration. La vraie recette du pain de maïs. 3 ingrédients différents de la version du livre. L'un d'eux était du beurre. Un autre était du miel. Et le troisième était quelque chose de si simple et de si évident que se tenir dans le vestiaire d'un étranger en tenant une fiche Bristol et en riant était la seule réponse raisonnable. Théo a goûté la première fournée le samedi suivant. Il a posé la fourchette. Il a fermé les yeux. Il les a ouverts. Patronne. Patronne. C'est obscène. Ce n'est pas du pain de maïs. C'est une expérience religieuse. Nous servons le mauvais pain de maïs depuis 7 ans. Ta grand-mère a caché la vraie recette sous le bol d'eau d'un chat. C'est la chose de grand-mère la plus typique que j'ai jamais entendue de ma vie. Le pain de maïs n'était pas pour les restaurants. Pas pour le menu. Pas pour les clients. C'était pour une table à l'arrière de la cuisine principale où 2 chaises reposaient et 2 assiettes attendaient et où le tablier accroché près de la chambre froide avait finalement été décroché et enfilé. Théo s'est assis. Je me suis assise. Pour la première fois en 15 ans, la femme qui possédait 14 restaurants s'est assise à une table et a mangé avec quelqu'un qu'elle avait choisi d'appeler sa famille. Ma grand-mère m'a laissé 214 recettes. 15 ans ont été passés à les transformer en restaurants. Il a fallu un procès, une lettre scellée et une recette de pain de maïs mensongère pour comprendre ce qu'elle m'avait réellement laissé. Une place à table. Parfois, les personnes qui vous ont élevé essaieront de s'approprier ce que vous avez construit sans elles. Elles appelleront cela de la loyauté. Elles appelleront cela de la famille. Elles appelleront cela ce qui leur est dû. Mais voici la leçon qui vaut la peine d'être gardée. Ce que quelqu'un vous a donné et ce que quelqu'un vous doit ne sont pas la même chose. Si vous vous êtes nourri vous-même pendant les années les plus difficiles de votre vie, personne ne peut se présenter à table 15 ans plus tard et appeler cela sa cuisine. Avez-vous déjà construit quelque chose à partir de rien et regardé quelqu'un s'attribuer le mérite de la fondation? Avez-vous déjà tenu une promesse à quelqu'un qui était parti et réalisé que vous la teniez mal depuis le début? Protéger ce que vous avez construit n'est pas égoïste. S'asseoir à votre propre table n'est pas une faiblesse. Et partager vos recettes avec les personnes qui ont gagné votre confiance n'est pas perdre le contrôle. C'est comprendre enfin à quoi servait la recette.